آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du pouvoir des médias. Comme vous le savez, je suis toujours accompagné de mes invités, que je me fais le plaisir de vous les présenter. Gaël Miyindou, bonjour. Bonjour, monsieur Binyumba Ahmed. Bon début d'émission, Jean. Merci de nous faire l'amitié d'être ici. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, vous avez l'incontournable, l'inamovible, le consultant permanent Ibrahim Mbou. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Heureux de me retrouver une fois de plus sur ce plateau pour débattre d'un sujet aussi important que le pouvoir des médias. Avant de revenir vers vous, je vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Il n'y a que des innocents ici, il n'y a pas de base militaire. Que cherchent les Américains en Afghanistan? La cachette d'Oussama Ben Laden? Il n'est pas ici. Pourquoi nous a-t-on bombardés? Environ 200 personnes ici sont mortes. L'Amérique nous demande de livrer Ben Laden, mais vous savez, en Afghanistan, nous sommes tous Oussama Ben Laden. Les pillages se multiplient comme dans ce dépôt de farine et de sucre. Il faut les empêcher de prendre la nourriture. Oui, on a l'autorisation. Les Britanniques nous ont dit qu'on pouvait se servir. La guerre sans image, a-t-on dit, pour parler des frappes américaines en Afghanistan. Pourtant, mercredi, dans son journal de la nuit, France 2 nous montre enfin à quoi ressemblent les combats. Voici les premières images de combat entre l'Alliance du Nord et les talibans sur le front nord-est de l'Afghanistan. Jeudi, la plupart des chaînes emboîtent le pas et toutes sont d'accord, ce sont les premières images du front. Des accrochages assez violents se seraient déroulés autour de Kunduz, qui est une ville qui n'est pas très loin de l'endroit où nous nous trouvons. Pendant ce temps, les combats continuent entre talibans et opposition afghane. Dans ce journal, nous verrons aussi ces premières images de combat au sol entre les talibans et l'Alliance du Nord. Premières images d'une offensive de l'Alliance du Nord. Ces scènes de combat, filmées hier par une télévision libanaise, sont les premières images des affrontements qui opposent l'opposition afghane aux talibans. Seulement voilà, ces images n'ont pas été tournées cette semaine. L'équipe du zapping de Canal+ constate qu'elles sont en fait issues d'un documentaire diffusé sur Arte en août 2000. Pour preuve, ces images où il évite de justesse les trajectoires meurtrières de 2 roquettes antipersonnelles. Tony Blair a rendu public il y a quelques jours un rapport apparemment accablant sur les armes de destruction massive détenues par l'Irak. Mercredi dernier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU et devant 1 milliard de téléspectateurs, Colin Powell vantait les mérites et le sérieux de ce document. Quelques heures plus tard, le scandale éclate lorsque la presse révèle que ce fameux rapport est un vulgaire plagiat, la photocopie avec faute de frappe d'origine d'une thèse rédigée par un étudiant californien. Les chiffres cités datent de 1991 et n'ont plus aucun rapport avec la réalité actuelle. Oui, Gaël Miyindou, à chaud comme ça, quelle est votre réaction? Une réaction par rapport à l'élément qu'on vient de regarder, c'est effectivement les manipulations que les différents médias, notamment occidentaux, sont souvent portés à faire dans le traitement des informations. Ce que je retiens, c'est un peu cette situation pathétique parce que c'est assez triste que des médias occidentaux puissent se comporter de la sorte. Et on voit bien l'effet que ça induit au niveau, par exemple, des populations du Moyen-Orient qui, à partir de ce moment, ont tendance à beaucoup plus se radicaliser contre le monde occidental. On l'a vu en l'occurrence contre les États-Unis qui sont là comment on appelle ça, à véhiculer des informations qui, à un moment donné, ne sont pas toujours vérifiables. On l'a vu avec les faux documents qu'on a pu relever dans nos documents.
C'est Ibrahim Mbou. Ben voilà, ça rejoint le thème de notre émission, donc le pouvoir des médias. Nous avons vu combien de fois les médias peuvent à la fois manipuler les informations, comme nous venons de le voir tout à l'heure, par rapport donc à tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous avons vu que les médias avaient cette capacité de manipuler l'information et de faire en sorte que les gens puissent consommer ce qu'ils veulent à volo. Donc, c'est le sujet que nous allons débattre. Nous allons faire la démonstration ici à travers donc les quelques minutes que nous avons au cours de cette émission pour faire la démonstration, comme je le disais tantôt, du pouvoir des médias. Monsieur Miyindou, comme ça, qu'attendons-nous ou bien qu'est-ce que l'on peut entendre par pouvoir? Alors le pouvoir, c'est la capacité d'agir de façon légale sur quelque chose dont vous avez reçu mandat. Ça, c'est un premier aspect. Ça, c'est dans sa définition, je vais dire, triviale. Mais si je dois me référer par rapport aux propos d'Hannah Arendt, donc une philosophe allemande, le pouvoir aussi, c'est la capacité d'agir de façon concertée. L'aptitude d'agir de façon concertée. Alors, quand vous avez ce pouvoir, vous avez une certaine capacité à agir par rapport aux moyens qui vous ont été donnés. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir le pouvoir. Tout à fait. Le pouvoir, c'est, comme il venait de le dire, est la faculté, la capacité, la possibilité matérielle ou la permission de faire quelque chose. Et il faut ajouter dans ce qu'il a dit, il y a plusieurs pouvoirs. Il faut avoir le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir judiciaire. Tout cela fait partie donc du pouvoir, la capacité donc de faire quelque chose avec ou sans la permission de qui que ce soit. Oui, mais lui, il a parlé des moyens. Est-ce que l'on peut dire que certains médias nous diffusent des informations qui sont proportionnelles à leurs moyens? Non, c'est-à-dire qu'ils utilisent les moyens mis à leur disposition. Dès lors que vous êtes un média, aujourd'hui, tel que nous allons le voir un peu plus loin, le pouvoir des médias, qu'est-ce que c'est que le quatrième pouvoir? Le quatrième pouvoir, c'était en fait le pouvoir des médias, c'est-à-dire les médias étaient des porteurs des voix, des sans-voix. En fait, ils étaient appelés à s'opposer aux trois pouvoirs classiques, donc le pouvoir, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc, il était question ici aux médias de s'opposer chaque fois aux prises de décision des pouvoirs institutionnels, parce qu'il faut avouer que le quatrième pouvoir n'est pas une institution. Hein, le fait de les appeler quatrième pouvoir n'est pas une institution. Donc, les moyens mis à leur disposition, c'est quoi? C'est le micro, c'est la capacité de s'exprimer, de parler, parce qu'à un moment donné, vers les années 1800, les médias n'avaient pas la liberté d'expression. Une fois que cela leur a été reconnu, ils ont donc des moyens, les outils nécessaires maintenant pour communiquer, mais aussi, malheureusement, pour manipuler l'information, comme nous l'avons vu au cours donc, de ces documents. Monsieur Miyindou, pourquoi appelle-t-on les médias quatrième pouvoir? Alors, comme disait M. Membro tout à l'heure, en principe, on appelle les médias quatrième pouvoir parce que ils ont, disons, la capacité à jouer le rôle de contre-pouvoir aux différents pouvoirs classiques qu'il a mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, ce jeu de contre-pouvoir ici, c'est un peu dans le sens de créer une forme d'équilibre, parce qu'on peut être dans un état où l'exécutif peut avoir une forme de pouvoir excessif, et vous êtes sans ignorer que sur les trois pouvoirs, il y a toujours une forme de corrélation étroite entre les trois pouvoirs. Et parfois, quand les pouvoirs sont un peu plus poussés, au niveau de l'exécutif, il y a cette imbrication-là qui, à un moment donné, peut déborder par des dérives qui peuvent, dans une certaine mesure, ne plus être contrôlables. Donc, dans ce sens, les médias sont là pour jouer le contre-pouvoir, pour dire, et c'est pour présenter un peu le bon ou le mauvais côté de l'exécutif. Donc, c'est dans ce sens qu'on tient à dire que les médias jouent le rôle de quatrième pouvoir. Monsieur Membourg, que pensez-vous des médias qui sont sous la tutelle du pouvoir exécutif, donc qui n'arrivent pas à donner la bonne information? Justement, comme on le disait tantôt, qui réagissent suite à la personnalité même du pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'ils ont galvaudé eux-mêmes, les médias, leur propre pouvoir. Aujourd'hui, effectivement, certains médias sont à la solde de certaines personnalités du pouvoir. Or, comme il l'a si bien dit, les médias
avait ce rôle de contre-pouvoir, c'est-à-dire de porteur de voix, de sans-voix, lorsque les pouvoirs classiques, les 3 pouvoirs classiques, allaient au-delà des mandats qui leur étaient confiés. Donc, en ce moment, les médias avaient un rôle important qui était celui de dénoncer, celui de publier, de faire comprendre au monde entier les dérives des 3 pouvoirs classiques. Donc, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les hommes du pouvoir, qui sont dans les 3 pouvoirs législatifs, aujourd'hui, peuvent manipuler les médias. Peuvent manipuler les médias pour eux, comme pour attirer aussi le regard positif des populations ou d'autres personnalités sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Suite à tout ce que vous dites, pensez-vous que les médias peuvent influencer ou déformer une information? Si oui, mais comment? Oui, mais nous venons de le voir. Nous avons vu que dans une même séquence vidéo, les commentaires ne sont pas les mêmes. Effectivement. On peut vous filmer et on met à la disposition du public qui suit des informations qui ne sont pas celles que vous avez données à travers donc les médias. Vous vous rendez bien compte que récemment, il y a eu une vidéo qui parlait du chef de l'État. Une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux où on a fait parler un journaliste et on a fait parler un diplomate gabonais. C'est de la manipulation, vous voyez. C'est un exemple patent. Les populations ont paniqué parce que certains ont cru que ce montage qui était vraiment, il faut avoir l'œil d'un communicateur pour comprendre que c'était un montage, mais à un moment donné, les populations se sont inquiétées et se sont posées un certain nombre de questions. Vous voyez? Donc c'est à ce niveau que les médias peuvent être manipulés, que ce soit les médias classiques comme la radio, la télévision ou les réseaux sociaux. On peut manipuler l'information et vous faire dire ce que vous n'avez pas eu à dire pendant une déclaration. On l'a vu en 2003. On l'a vu en 2003 avec l'invasion de l'Irak par les États-Unis. On a vu que les accusations qui avaient été portées contre l'Irak, du fait que l'Irak détenait les armes atomiques, les armes chimiques, ça a été un moyen pour les États-Unis d'aller pour justifier l'invasion en Irak. Voilà. Mais au finish, in fine, cela n'a pas été prouvé que l'Irak disposait d'armes atomiques. On va encore aller même plus loin. En 1898, lorsque les États-Unis rentrent en guerre contre l'Empire espagnol, au moment donné où ils aboutissent à envahir le Cuba, c'est grâce aux articles d'un journaliste américain qui exerçait dans la presse écrite que les États-Unis ont été convaincus de rentrer en guerre contre l'Empire espagnol en 1898. Donc, il y a cette capacité des médias à pouvoir changer la donne, à façonner, à formater l'opinion publique sur un combat vers lequel ils veulent aller. Effectivement, nous l'avons vu avec les attentats du 11 septembre 2001. Voilà. Et les médias ont démontré que c'était une mascarade des États-Unis. Mais la question qui s'adresse à vous deux, c'est comment comprendre ou détecter que tel média fait dans la manipulation? Oui, il y a des méthodes pour détecter effectivement que c'est de l'intox. Essayez de nous le donner. C'est de l'intox. Cette capacité, c'est déjà de regarder. Est-ce que, par exemple, on va prendre le cas de l'Irak. L'Irak, on nous fait savoir que l'Irak avait des armes de destruction massive. Et que le responsable, le secrétaire d'État américain aux Nations Unies amène une espèce de... Colin Powell, Voilà, Colin Powell, il amène une espèce de petit bijou. Non, Colin Powell, c'est le secrétaire d'État. Un petit engin qu'il va présenter donc au monde entier pour dire que voilà, l'Irak a des armes de destruction massive. Vous savez, il y a des objets qu'on ne peut pas transporter comme il l'a fait. Transporter cet objet, que si cet objet se casse seulement dans la salle, en ce qui concerne, tout le monde est contaminé. Donc, on ne pouvait pas déjà emmener un tel objet dans la salle, sachant très bien qu'il suffit seulement d'une seule goutte que tout le monde soit contaminé, la radioactivité puisse contaminer tout le monde dans la salle. Donc, ça prouve déjà que c'était archi faux ce qu'il était en train de démontrer, la démonstration qu'il était en train de faire. Deuxièmement, l'Irak a été attaqué, envahi de toutes parts par une coalition internationale. Imaginez un seul instant que l'Irak aurait possédé les armes de destruction massive, qu'ils les auraient utilisées, parce que l'attaque contre l'Irak est venue de toutes parts, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis,
tout le monde a attaqué. Et même quelques pays africains du Moyen-Orient. On dirait une conspiration. Une conspiration. Ouais. Alors, face à une telle ruée sur un pays, pensez-vous que l'Irak allait rester les bras croisés? Non. Si l'Irak avait des armes de destruction massive, l'Irak aurait utilisé ces armes-là au moment où il a été envahi. Oui, mais c'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que ces médias-là ont ce qu'on appelle en anglais les agenda setting. Ça fait des agendas cachés. Vous voyez, ces médias, ce sont des gros médias, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont des moyens, qui ont la capacité de faire accepter à l'opinion publique les orientations données par leurs gouvernants. Donc, ils ont des agendas cachés, ils accompagnent l'action souvent, la plupart du temps, ils accompagnent l'action des politiques de leur pays. Vous ne pouvez pas vous situer dans un État comme les États-Unis et que NBC ou CNN ne soit pas, je vais dire, plus ou moins de connivence avec ce que le gouvernement américain a comme ambition sur un territoire, par exemple, comme le Moyen-Orient ou l'Afrique ou l'Europe. Donc, il y a cet agenda caché que nous, les populations ont souvent tendance à ne pas souvent très facilement percevoir. Et il faut ajouter aussi que cette même manipulation, c'est ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Par exemple, dans les réseaux sociaux, pour travailler l'opinion, vous voyez, les médias, avant de poser un acte négatif, ils posent d'abord, c'est-à-dire on travaille d'abord l'opinion à travers les médias. Ça peut être dans les réseaux sociaux, ça peut être dans les médias. On raconte des choses qui sont désagréables, on peint quelqu'un en noir, on peint un État en noir, on dit des choses désagréables. On dit par exemple que ce pays, c'est un pays de dictateurs, c'est un pays où il n'y a pas la liberté de la presse, il n'y a pas la liberté d'expression. On dit tout ce qu'il y a à dire, c'est-à-dire un mélange, un véritable cocktail explosif qui fera en sorte que dès qu'il y aura un seul prétexte, à partir de là, on peut bombarder votre pays. À partir de là, on peut dire que les Nations Unies vont arriver, il y aura ceci, cela. En fait, c'est un agenda qui est déjà préparé pour atteindre. Ça peut durer autant d'années, mais cet agenda ne sera pas changé tant qu'ils ne vont pas atteindre. Et donc, les médias sont mis en contribution pour pouvoir atteindre cet objectif. Nous l'avons vu avec la guerre en Irak. Cette guerre s'est préparée depuis les années 1980. Aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 8 ans que France 24 a été mis en place. Vous pensez que France 24 est là parce qu'elle doit exister? Non, c'est parce qu'elle doit accompagner l'action du gouvernement français, plus précisément, je veux dire pour le cas de l'Afrique, en Afrique subsaharienne, en Afrique... Parce que c'est gratuit, France 24 est gratuit, donc apparemment ils arrosent, et il appartient maintenant aux Africains d'être intelligents, lucides. Mais il y a souvent quelquefois des vérités qui apparaissent à France 24. Oui, mais pourquoi pas? Lorsqu'ils savent à quel moment où une information, ils savent à quel moment les informations de moindre importance, ils peuvent bien les diffuser. Mais les informations stratégiques, on les manipule, on les travaille, on ne les met pas devant le public. Les faire rechercher par cette manipulation. Il faut manipuler. Vous voyez, par exemple, vous allez prendre notre chaîne de télévision ici. Quel est l'objectif, par exemple, de présenter une émission comme Le Politiste? Ici, nous sommes là parce que nous voulons donner des outils nécessaires aux téléspectateurs qui nous suivent, afin qu'ils aient une idée réelle, peut-être des aspects sociaux, économiques et politiques de notre pays. Parce qu'en fait, on ne parle pas à 100% ici de la religion islamique. Voilà, effectivement. Donc, on veut mettre à la disposition des téléspectateurs un certain nombre d'outils. Maintenant, si il nous appartient à nous, on nous demande de mener une orientation, nous allons la faire sans que les téléspectateurs ne s'en aperçoivent. Voilà. Vous voyez, on peut donc par conséquent manipuler l'opinion en faveur, par exemple, du pouvoir ou en faveur, par exemple, des responsables de cette chaîne qui vont nous demander une ligne éditoriale pour pouvoir manipuler le public. Nous savons tous que le rôle des médias, c'est d'informer, éduquer et aussi de divertir. Donc le divertissement est souvent au centre même des médias. Mais nous constatons quel regard faites-vous à travers nos chaînes ici au Gabon? Écoutez, il faut d'abord voir en termes de pourcentage, et puis il faut aussi regarder la ligne éditoriale de cette chaîne. Par exemple, si pour eux c'est la politique, qu'ils parlent de la politique, tant mieux. S'ils parlent aussi, par exemple, de tout ce qui touche la jeunesse, voilà pourquoi à un moment donné, j'étais très intéressé lorsque un ministre du gouvernement a voulu porter des réformes au groupe Gabon Télévision en faisant des chaînes thématiques, vous voyez, pas des généralistes, parce qu'en fait, dans le généralisme, on est tenté toujours de zapper.
parce qu'il y a des choses qui nous intéressent et d'autres qui nous... Il y a d'autres aussi qui sont vraiment enclins beaucoup plus sur les informations que sur le reste des émissions. Maintenant, au regard de nos émissions aujourd'hui, vous avez posé la question en disant que le rôle des médias était de communiquer, éduquer, distraire. Maintenant, il faut regarder en termes de pourcentage. Est-ce que les médias du Gabon, en termes de pourcentage, font un pourcentage assez élevé en termes de communication politique, sociale, économique? C'est un peu difficile. Voilà. Est-ce qu'ils passent leur temps beaucoup plus à distraire qu'à éduquer? Parce qu'il faut aussi éduquer tous les comportements, les déviants, les cobolos, tout ce qu'il y a comme les violences et tout ça là. On gagnerait par exemple en termes d'éducation de mettre à profit les magistrats, les avocats, les hautes personnalités au fin de mettre à la disposition du public un certain nombre d'informations juridiques. Si quelqu'un pose un acte de nature à troubler l'ordre public ou de nature à causer du tort à autrui, que les juges, que les hommes de toge passent à la télévision, viennent nous dire les dispositions de la loi et les sanctions que peuvent encourir une telle personnalité. Or, malheureusement... C'est payant? Est-ce que ce serait... Non, moi je ne pense pas que l'argent soit toujours mis en avant. Non, on peut faire avec la volonté. Voilà, la volonté. C'est d'abord la volonté, ce sont les hommes qui à un moment donné, impulsent la dynamique dans une institution. Les hommes de médias, moi je suis, par rapport à la question que vous avez posée, je suis un peu dessus parce que nous avons grandi, par exemple pour le cas de notre télévision, je veux dire, qui est devenu aujourd'hui Gabon Première, nous avons quand même grandi avec des programmes qui étaient très attrayants. Oui. Mais à partir des années, à la fin des années 90, moi j'ai perçu une forme de délitement dans le contenu qui nous est donné depuis pratiquement plus d'une décennie. C'est beaucoup plus, comme disait M. Membourou, les gens s'activent beaucoup plus à donner ce qui est distrait. Ouais, la distraction. On ne refuse pas la distraction, mais ce qui est intéressant, c'est l'éducation. Ouais. L'éducation, pour qu'un pays soit fort, pour qu'un pays soit compétitif. Il laisse la partie éducationnelle au ministère de l'Éducation nationale. C'est triste, c'est assez dommage, mais je pense que les réformes ne doivent pas être jetées dans les poubelles de l'histoire. Je pense que le combat qu'on doit mener ne doit plus peut-être se résumer essentiellement à Gabon Première. Aujourd'hui, on est sur Nour Télévision. Nour Télévision aussi peut s'inscrire dans cette dynamique-là. Tout à fait. Il y a Renaissance des chaînes locales. Il y en a, voilà. Donc, toutes ces télévisions peuvent mettre à disposition des programmes attrayants pour ne plus observer ce qu'on est en train de voir. Et en termes surtout de pourcentage. Voilà. Ce qui est plus important, c'est on ne pourra pas mesurer. On peut toujours mesurer. C'est-à-dire que dans la journée, par exemple, de 6 heures, de 6 heures du matin à 24 heures, il y a des tranches horaires. C'est-à-dire ces tranches horaires, il faudrait que ces tranches soient comblées par des émissions, comme il l'a dit, des émissions qui captivent le téléspectateur. On ne va pas créer un média uniquement parce qu'on dit on veut faire seulement passer telle chose, advienne que pourra, si les téléspectateurs sont contents ou pas, on s'en fout, on ne fait que ce qu'on fait. Non, il faut des tranches horaires, par exemple, de 6 heures à telle heure, ça va être telle émission, une émission par exemple d'information, de telle heure à telle heure, ça va être des émissions par exemple de distraction ou d'éducation. Voilà, ce sont ces tranches-là, en termes de pourcentage d'audience, il faudrait que l'on sache ce que l'on veut, où est-ce qu'on veut aller. Voilà. Il ne faut pas mettre une chaîne de télévision. Parce qu'il ne faut pas perdre à l'esprit le thème, c'est le pouvoir des médias. Le pouvoir des médias. Donc ce pouvoir, il n'est pas à minimiser. Parce qu'on peut formater des gens dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Voilà. Vous voyez, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui passent tout leur temps à suivre des télénovelas. Voilà. Mais qu'est-ce que la télénovelas va avoir comme répercussion dans le comportement de nos jeunes filles? Même les mamans, les grandes dames. Voilà, c'est triste. Voilà. Donc, il y a une forme d'identification à ces héros-là qu'on voit dans les télénovelas qui a forcément un impact. Or, c'est la culture brésilienne que nous sommes en train d'importer chez nous. Oui, bon, voilà, qui n'a rien à voir avec la culture gabonaise. Est-ce que vous pouvez vous joindre à la pensée d'un professeur de l'université, j'ai cité ici professeur Tonda, le sociologue, qui, dans une télévision occidentale, disait que les médias sont aujourd'hui la continuité de la colonisation. Oui, mais bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a rien à dire, nous voyons. Regardez, lorsque vous rentrez chez vous, à la maison, vous essayez de zapper.
toutes les chaînes de télévision, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'émission qui vous captive. Vous êtes obligé de repartir vers France 24, vers BFM TV, vers LCI, les chaînes occidentales pour voir, parce que là-bas, l'information est en continu, l'actualité est en continu, et vous êtes au moins, plus ou moins, vous restez capté dans l'actualité mondiale. Et dans ce que M. Mboro dit, c'est-à-dire que même dans l'éducation, par exemple, de celui qui est abreuvé aux chaînes occidentales, même dans son analyse, vous êtes au Gabon, mais c'est-à-dire vous êtes tenté de ne même plus maîtriser votre milieu direct, parce que la formation ou bien l'éducation que vous recevez, c'est une éducation plus ou moins occidentale. Voilà. Parce que quand vous suivez BFM TV, quand vous suivez France 24, c'est la réalité française. C'est d'abord la réalité française qui n'a rien à voir avec... Donc, je pense que par rapport aux propos du professeur Tonda, il faut ramener notre culture dans nos médias. Il disait même à la journaliste que chez lui, il n'y a pas de télévision. Peut-être ça, c'est un choix. C'est sa pensée. Il ne voulait pas dire qu'il n'y a pas de mur. Il voulait dire qu'il n'y a pas de mur. Il y a les murs, il y a des caméras. Mais en fait, ce qu'il voulait peut-être dire, moi, je ne suis pas le professeur, mais dans sa pensée, il voulait dire peut-être que la télévision n'existe pas dans le sens que ces genres de propos qu'il tenait ce jour-là. Nous allons le recevoir ici parce qu'il a sorti un livre là-dessus. Ce qui serait bon, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes à la pointe du développement. Vous voyez? Donc, il y a lieu ici, par exemple, pour nos sœurs musulmanes. C'est un combat idéologique. Mais bien sûr, nos sœurs musulmanes, par exemple, qui n'aiment pas aller dans les hôpitaux, qui n'aiment pas aller souvent, certaines qui n'aiment pas aller dans les journées nationales de vaccination et qui ne maîtrisent pas. Je me rappelle bien, lorsque vous étiez à l'université, vous animez une association dans laquelle vous avez parlé des fistules. Voilà, effectivement. Mais ce sont des émissions comme ça. Nous devrons normalement chercher les jeunes filles de l'Université des sciences de la santé afin qu'elles viennent développer ici des thèmes qui sont en relation avec la santé féminine, la santé de la reproduction et tout le reste. Des émissions, par exemple, de droit. Invitées à plusieurs reprises. Elles ne viennent pas, justement. Justement, elles ne peuvent pas venir. Les gens sont frileux quand il s'agit de la télévision. Quand il s'agit des réseaux sociaux et tout le reste, quand il s'agit, par exemple, des télénovelas, là, tout le monde est frileux. En dehors de ça, voilà. Donc, le pouvoir des médias ici, c'est de communiquer, c'est de donner soit la bonne information, soit de manipuler l'information. Voilà. Comme nous l'avons vu. Et nous avons vu au gré de leurs intérêts. Voilà, c'est ça. Alors que nous avons ce qu'on appelle les médias de masse. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un média de masse, vous avez des populations qui vous suivent. Certaines populations sont stressées. Elles sont malades. Elles ont besoin d'un réconfort. Ça peut être un réconfort spirituel. Vous voyez? Et lorsque donc quelqu'un s'assoit ici sur ce plateau, l'information qu'il doit donner, il faudrait que cette information ait un impact. Voilà. Ça a un impact sur celui qui suit la communication que vous donnez, fût-il musulman ou autre d'une autre confession religieuse, mais il faudrait que la personne se retrouve par rapport au fardeau qu'elle a. Hein, voyez-vous? Donc, il ne faut pas venir seulement parce que vous avez un document, vous dites, bon, moi, je vais libérer mon document du début jusqu'à la fin, et puis après, je me retire, sans argumenter, sans habiller les propos que vous êtes en train de dire. Ça, c'est pas normal. La question s'adresse à vous deux. Mais nous constatons qu'en Occident, les hommes politiques utilisent les médias pour conquérir l'électorat. Pensez-vous que les médias peuvent changer le cours d'une élection? Oui, les médias peuvent changer le cours d'une élection, comme on l'a vu, parce que vous voyez par exemple la polémique qui a eu au moment des élections du président français Emmanuel Macron, qu'on taxait de président de la finance. Et on a vu tout le tapage médiatique qu'il y a eu. BFM TV était au cœur de ce tapage médiatique. Donc il y a cette capacité à faire accepter, à orienter les électeurs vers un candidat qui serait... Voilà. Nous l'avons vu aussi, avant même qu'il ne se prononce sur sa candidature, avant même qu'il n'ait créé le mouvement Marche, à travers ces rencontres ici et là, ce n'était pas encore des meetings. Oui, mais justement parce qu'ils ont mis un programme en marche. Ce programme tenait sur la jeunesse du candidat. Ils ont parlé de la jeunesse. Ce programme tenait sur ses capacités intellectuelles, sa neutralité. Voilà, sa neutralité, ni gauche, ni droite, ni centre. Sa capacité aussi de pouvoir quitter
le pouvoir, c'est-à-dire quitter son poste de ministre, sortir du pouvoir, parce qu'il avait des ambitions présidentielles. Donc tout cela tournait autour de ce quatuor qui, aujourd'hui, pendant cette campagne-là, était habillé, impulsé par BFM TV, qui ne s'est pas vraiment caché. Donc ils ont atomisé. Maintenant, les autres chaînes de télévision avaient un rôle qui était celui de noircir les autres candidats. Peindre en noir. Vous avez vu vous-même lorsque Fillon, lorsque Fillon, le candidat Premier ministre Fillon, lorsqu'il prenait de la hauteur, l'ascension, tout de suite, on a Mediapart à déclencher quelque chose, et puis voilà, toutes les chaînes de télévision ont tapé dessus, voilà, quand bien même il avait la capacité de regrouper, de réunir autant de personnes, mais son sort était déjà scellé parce que les médias avaient choisi déjà leur candidat. On dit, à défaut de dire aux gens ce qu'il faut penser, les médias ont cette mesure de dire au public quoi faut penser, ce qu'il faut penser. En parlant des médias, il y a des médias en ligne aussi. Oui, les médias en ligne, on a vu les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, au regard de la manipulation, des fake news et des montages, est-ce que ces médias sont encore crédibles? Depuis que le chef de l'État a eu son malaise à Riyad, mais vous voyez combien de fois les réseaux sociaux, mais mon Dieu, manipulent l'opinion. Ils nous ont envoyé une photo dans une salle. Voilà. Et il laissait croire que c'est une salle. Mais bien sûr, c'est l'hôpital royal. Mais c'est justement ce que vous avez dit tout à l'heure. Fake news, montage, intox, tout cela. Et les populations, tellement qu'elles sont frileuses, elles consomment bien tout ce qui est dans les réseaux sociaux. Tout de suite, lorsque les réseaux sociaux balancent un document ou bien une photo, mais ça fait le tour. Ça fait le tour, c'est-à-dire que tout le monde veut partager cette information au même moment. Ce qui fait que donc aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'abri de la manipulation à partir des réseaux sociaux. La crédibilité des réseaux sociaux en tant que média a été entamée depuis pratiquement, je vais dire, 2017, janvier 2017, selon une analyse qui a été faite, une enquête qui a été faite par, je vais dire, des instituts de sondage au niveau de la France. Donc, c'est des médias qui, à un moment donné, au niveau des populations, ont perdu cette crédibilité et les gens ont cette tendance à se réconforter avec les médias classiques parce que l'information au niveau des réseaux sociaux, à 80%, c'est pas parfois la bonne information. Il y a beaucoup de manipulations, c'est des montages par-ci, c'est des montages par-là. Donc, il faut avoir le recul nécessaire d'analyser les différentes sources en parlant de la photo dont vous avez fait allusion. Pour un lecteur avisé, tout de suite, on pouvait savoir que c'est une fake news, une fausse information. Voilà. Voilà. Tout à fait. Peut-on vivre sans médias? Vivre sans... Non, à l'ère dans laquelle on se trouve, vivre sans médias, de mon point de vue, ça me paraît un peu compliqué. On vit avec les médias, on a toujours vécu avec des médias, même si elle a évolué au fil du temps avec plusieurs supports. Donc je pense pas, c'est assez difficile pour moi on ne peut pas vivre sans médias. Ça n'est pas possible, oui. On ne peut pas vivre sans médias, mais il faut dire que la qualité des informations qui nous sont diffusées dans les médias nous donne du stress. Ça laisse à désirer. Voilà, ça laisse à désirer, on est un peu malade. Il appartient au rédacteur en chef de chaque chaîne de radio et de télévision d'essayer de recalibrer un peu la qualité des informations ou la qualité des émissions qu'on peut mettre à la disposition du public. Nous constatons qu'ailleurs, nous voyons que les médias jouent un rôle très important. Par exemple, il y a des radios communautaires qui font la promotion dans le domaine de l'agriculture. Que regard faites-vous sur ce genre de... Mais c'est de très bonnes initiatives. Monsieur Membrou a relevé tout à l'heure l'initiative d'un haut commis de l'État, donc un ministre qui était dans cette dynamique de rendre les chaînes gabonaises thématiques. C'est très intéressant. Et pour le cas de notre pays, je pense qu'on gagnerait à promouvoir ce type d'initiative parce que l'État avait déjà donné une impulsion en parlant par exemple de l'agriculture avec le projet Graines. Les gens pouvaient s'inscrire dans cette dynamique-là. Mais malheureusement, les médias qui existent, qui sont sur le territoire national, peinent à relever, peinent à emboîter. Monsieur Méindou, vous qui êtes du Sud, moi je me rappelle, il y avait une année, on avait souvent une émission qui passait à TV+, ou bien
à l'époque c'était Gabon, la première chaîne, qui parlait des femmes, qui retraçait un peu la vie des femmes. Oui, Loa TV. Loa TV, oui. Mais vous voyez, par exemple, l'initiative de Loa TV... C'était une télévision communautaire. Voilà, c'était une télévision communautaire qui montrait vraiment des trucs bien. Ouais. J'ai suivi sur Loa TV les grottes. Moi, j'ai jamais vu les grottes de l'Ebamba. J'ai jamais vu les grottes de l'Ebamba, mais grâce à Loa TV, j'ai pu avoir ça. Donc, les projets communautaires, des radios communautaires, je pense que c'est beaucoup plus pour rapprocher les populations vers leur propre réalité, en fait. Voilà, c'est ça. Or, aujourd'hui, on est toujours dans le général. Mais est-ce que ça a un impact auprès des populations? Voilà. Oui, tout à fait. Hein. Moi, je pense que c'est la même chose. Hein. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement, je crains de dire le mot, mais on risque de devenir des acculturés, c'est-à-dire ne plus connaître ce qui se passe chez nous, parce que nous suivons beaucoup plus les chaînes extérieures, étrangères. Il faut effectivement... Suite à la qualité de l'information. Oui, mais la qualité de l'information, mettre en place une radio communautaire pour parler, par exemple, comme il l'a dit, le programme Graines. Le président de la République et le gouvernement mettent en place un concept. Le concept, c'est celui du programme Graines. Il appartient maintenant aux médias de s'approprier le programme Graines, de nous dire exactement de quoi il s'agit, que de faire de la publicité, que de nous raconter, de faire parler toujours les ministres. Le président de la République a déjà dit, il a dit, voilà, je vous donne le concept. Oui. Maintenant, il appartient aux médias de s'en approprier, aller vers les villageois, aller vers les populations où ça marchait, où ça n'a pas marché. Les moyens de transport, vous savez. Hein, mais justement, il faut ce problème auquel sont confrontés. La télévision, je vous dis que, pour ne pas trahir les publicités, moi-même j'ai fait la télévision plus de 15 ans. Effectivement. Il faut d'abord avoir la passion. Il faut à la RTG2. Voilà, oui, voilà, chaîne 2. Il faut aimer ce qu'on fait. Moi, j'apprécie quelqu'un dont je vais citer le nom ici, Henrik Bokoko. Vous voyez, je l'apprécie avec ses reportages. Vous voyez, il met quelque chose, il a une touche particulière. Effectivement. Il a une touche particulière qui nous attire. Et nous, lorsque nous regardons le reportage de inconsciemment, on a même la formule. Nous attendons la fin. Nous attendons seulement la fin de ce qu'il nous dira. Ici, à tel village, Henrik Bokoko, son type Mundunga, son collègue. Donc, vous voyez que chacun a sa touche tout à fait particulière qui peut faire en sorte que les gens soient là uniquement pour vous de regarder, parce que à la fin vous allez nous dire quelque chose. Voilà, donc on n'a pas besoin uniquement d'avoir de l'argent, des moyens, des automobiles et tout ça. C'est vrai que qu'on le veuille ou non, ce sont des moyens qui doivent accompagner le journaliste. On ne peut pas balayer cela d'un revers de la main, mais le communicant doit déjà être motivé, doit avoir cette envie de vouloir transmettre, cet appétit de vouloir mettre à la place publique ce qu'il réalise. Effectivement. Voilà. Quel est le rôle des médias dans la diffusion ou la promotion du message de l'islam? Je n'ai pas bien compris la question. Quel est le rôle du média dans la... Mais ça c'est un rôle... Quel est le rôle que peut jouer un média dans la diffusion du message islamique? Oui, dans la diffusion du message islamique. Bon, mais écoutez, moi je pense que le média, on l'appelle média de masse. Il est comme le soleil. Ça veut dire que tu le veux ou non, il te touche. Oui, voilà, en zappant, tu seras toujours obligé à un moment donné de marquer une pause sur une chaîne, sur un certain nombre de choses qui se disent, et puis après tu peux passer. Le rôle des médias, c'est d'orienter les gens, de donner la bonne information, d'éduquer, comme on a dit, informer et distraire. Or, il peut y arriver que, comme c'est un peu le constat qu'on fait dans toutes les chaînes, hein, quelqu'un arrive avec son document, son papier, ce qui l'intéresse, c'est venir lire tout son papier, voilà, terminer et puis s'en aller, sans pour autant argumenter, sans pour autant se dire que derrière son micro ou la caméra, il y a des téléspectateurs qui suivent ce qu'il est en train de dire. Et il doit se poser la question de savoir, est-ce que ce que je viens de dire a captivé l'opinion? Est-ce que ce que je viens de dire, c'est bon ou c'est pas bon, afin de changer, de réorienter son débat? Or, il y a certaines personnes qui viennent, qui donnent parce qu'ils veulent se faire voir à la télévision, puis c'est terminé. En réalité, l'opinion, on nous critique. Lorsqu'on arrive, par exemple, dans des administrations, des bureaux, on nous critique. Il y a ici, la communication doit tenir compte déjà de la formation de celui qui est le communicant. Le communicant, voilà. Celui qui vient vous transmettre. Un pays qui est pratiquement à 99% illettrés, qui parle français. Vous ne pouvez pas venir parler un français approximatif.
pouvez pas venir nous dire des choses dont machin. Vous ne pouvez pas aller à CNN et puis parler le français. CNN va traduire. Ouais. Vous ne pouvez pas aller dans un pays arabe et puis on vous fait parler dans une chaîne arabe, on va vous faire parler. Non, il faut avoir déjà la capacité de transmettre. Quand bien même vous avez une intelligence, vous avez des capacités intellectuelles et tout ça, là, vous avez de bonnes formations, mais il faut avoir la capacité de transmettre. Cette capacité, si vous ne l'avez pas, tout ce que vous dites, apparemment, ben, écoutez, les gens sont obligés de zapper parce qu'ils ne veulent pas suivre ce que vous dites. Donc, le rôle des médias est déjà de choisir les personnes qui doivent porter le message et les couleurs de ces médias. Le rôle des médias, il est important. Je ne vais pas revenir sur tout ce que M. Membro a dit. C'est éduquer. Moi, j'insiste sur l'éducation, c'est parce que tous les États dits développés aujourd'hui ont mis d'abord un certain accent sur l'éducation. Donc nos médias gagneraient à fixer l'orientation vers l'éducation de la masse, parce que le peuple suit. Le peuple, si vous avez un média qui décide de dire, bon, nous on veut orienter l'éducation gabonaise vers l'économie, vers, je ne sais pas trop, vers la politique, le peuple suivra. Voilà. Donc, y a-t-il une possibilité de détecter une information vraie d'une fausse? Ben oui, effectivement, il y a toujours cette capacité. Comment essayer de... Mais il n'y a qu'à vérifier toutes les chaînes. Par exemple, lorsqu'on vous dit sur les réseaux sociaux qu'il se passe tel événement ou bien qu'un tel homme, un grand homme est décédé. Dans la manière du traitement de l'information. Vous repartez vers France 24. Si vous ne trouvez pas la même information, vous comprenez que cette information qui a été donnée est fausse. Vous repartez vers les grandes chaînes qui, immédiatement, lorsqu'il y a un événement, mettent l'urgence et tout ça la mettent à votre disposition. Donc, il faut détecter, il ne faut pas laisser les gens. Nous avons vu, par exemple, tout à l'heure sur le document que vous nous avez présenté au début de cette émission, 3 médias internationaux, voilà, mais qui montre la même image, mais dans le commentaire, les propos qui sont tenus là-dedans ne sont pas les mêmes. Donc, il faut adopter en tant qu'enseignant d'histoire-géographie. Moi, personnellement, je suis tenté de procéder par le recoupement des sources. La source de France 24, voilà, la source de France 24, si de mon point de vue, je la trouve pas très crédible, je vais me rendre vers NBC, vers Gabon Télévision, vers RTI, voilà. Ouais. Donc il faut procéder par des recoupements et puis en tirer la bonne information, je crois. Nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Votre mot de la fin, M. Méino? Mais le mot de la fin que je vais avoir par rapport à l'émission qu'on a eue, c'est une très bonne initiative déjà qu'on ait. L'aîné, M. Memboro, a eu une très bonne inspiration. J'espère que davantage, on va traiter des questions aussi immédiates pour essayer d'éduquer, peut-être pas d'éduquer, mais de donner quelque chose de beaucoup plus croustillant à nos téléspectateurs, en fait. Monsieur Memboro, avant de vous donner votre mot de la fin, je vous accorde au moins 5 ou 10 secondes pour nous parler. Vous avez fait une sortie tout récemment. Voilà, il faut dire que vous êtes aussi président de l'association Agir pour la paix. Oui. Bon, nous n'avons pas eu le temps de caler l'élément, mais à la prochaine émission, Inch'Allah, il faudrait quand même que nous puissions en parler de votre association. Vous pouvez en quelques minutes ou quelques secondes nous résumer Tout simplement, nous avons pour mission de parler de la paix, de diffuser la paix, la cohésion nationale, sociale, la cohésion entre les fils d'un même pays, les Gabonais. Et au regard donc d'un certain nombre de fake news, un certain nombre d'informations distillées ça et là dans les réseaux sociaux, nous avons jugé utile d'attirer l'attention des Gabonais sur le fait qu'il faut faire très attention, il faut attendre. Lorsqu'on vous communique la bonne information, l'information officielle, il faut s'en tenir à cette information officielle. Donc il était de notre devoir en tant qu'association Agir pour la paix de sensibiliser les populations gabonaises et surtout apporter un peu de quiétude pour certaines personnes dont la psychose commençait un tout petit peu à monter, alors que nous n'avons que l'information officielle qui nous a été communiquée par les canaux officiels. Le reste, nous étions là et donc il était nécessaire pour nous de profiter de cette situation qui commençait un peu à prendre des dimensions inacceptables, de ramener tout le monde à la raison et sensibiliser l'opinion publique. D'accord. Nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Votre mot de la fin sur le thème le pouvoir des médias. Nous avons eu l'occasion de voir le pouvoir des médias, sincèrement, et nous avons passé en revue réellement le pouvoir des médias. J'espère que les téléspectateurs
vont quand même essayer de comprendre et essayer peut-être d'être de plus en plus regardants sur la qualité des informations qui sont distillées et surtout de voir que les médias ont un pouvoir tel qu'ils peuvent manipuler l'information à souhait au gré du temps, au gré des intérêts des personnes pour lesquelles ils travaillent. Donc j'espère que les téléspectateurs se sont réjouis de ces quelques explications et que la semaine prochaine nous reviendrons avec un thème encore un peu plus piquant pour eux. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci de nous faire l'amitié de venir nous partager encore vos éclairages sur ce thème. Nous disons merci aux différents téléspectateurs de nous avoir aussi regardés fidèlement. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت